Dans la matinée du lendemain, alors que Lynn s'est décidée à laver la vaisselle qui traîne dans l'évier, elle se surprend à frotter les casseroles la rage au ventre. Le secret, comme s'il n'y avait qu'un seul secret d'abord. Elle repense à la citation d'Einstein. Comment c'était déjà, se demande-t-elle. Soit on considère que les miracles n'existent pas, soit on considère que tout est miracle. Elle chasse l'envie de rechercher la citation exacte sur Internet. Elle essaiera de s'en souvenir plus tard, quand elle se remettra au travail. Et si l'un des secrets de la vie était de regarder le monde avec des yeux d'enfant, regarder tout comme si on le voyait pour la première fois, se dit-elle. Elle comprend que le stage de pleine conscience a été beaucoup plus efficace qu'elle ne l'avait imaginé. Elle ne pensait pas avoir changé radicalement. Le changement avait été long et lent, mais progressivement, elle était devenue moins anxieuse, moins stressée, plus sereine. Le stage de pleine conscience avait été le déclencheur de nouvelles habitudes de vie. Peu à peu, Lynn s'était tournée vers les méditations audio-guidées, les livres sur la spiritualité qu'elle échangeait avec ses frères et sœurs, et quelques amis qui évoluaient simultanément. Elle puisait ici et là des maximes ou des idées dans les films qu'elle regardait et dans les livres qu'elle lisait. Elle était devenue végétarienne, mis à part les repas où elle était invitée. Grâce à Daphné, qui avait découvert que la consommation de lait lui donnait de l'acné, elles étaient même passées toutes les trois au lait de soja. Lynn avait été étonnée de la vitesse à laquelle les goûts changent avec un peu d'entraînement. Elle, qui n'avait pas du tout aimé l'arrière-goût au début, ignorait qu'il suffisait tout simplement de persévérer. Elle s'était contentée de changer leurs habitudes alimentaires, une à la fois. Le soir, elle rejoint son compagnon pour passer la nuit chez lui. Alors qu'elle glisse de l'état de veille au sommeil, elle pense « Le problème chez moi, c'est le doute. » Petit sourire du singe. « Oh, je comprends ce que ta bobine veut dire. Le doute est universel, tout le monde doute. En tout cas, ce trait est renforcé dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui remet facilement tout en cause. Je veux dire par là vraiment tout. Dès la moindre dispute dans mon couple, je fais ma valise. Je vais toujours à l'extrême. Je remets l'ensemble de la relation en question. Et quand je me retrouve seule et que la colère a disparu, je me demande comment j'ai pu aller jusque-là. Comment j'ai pu croire que je pouvais vivre sans lui alors que je l'aime tant. C'est pareil avec la foi. Il m'est déjà arrivé tant d'expériences qui me portent à croire qu'il y a quelque chose, même sans vouloir à tout prix nommer les choses. Je suis bien forcée d'admettre que des ondes passent, des ressentis indéniables. Quand j'en parle autour de moi, beaucoup de gens me répondent « Oh oui, j'ai aussi déjà vécu cela ». Mais comment garder la confiance? Comment rester stable dans la foi qu'il existe une énergie d'amour universel qui circule entre l'humanité tout entière et la nature, la vie? Et encore, je ne te parle pas de mon agacement à ne pas savoir ce qu'il y a après la mort. Nous formons un tout, répond l'hominidé. Nous sommes tous dans une enveloppe différente, les plantes, les animaux, les êtres humains, mais nous sommes tous pareils. Nous sommes tous un petit bout de l'autre, des autres. Nous sommes la vie éternelle à travers la naissance et la mort. « Oh, tu m'énerves avec tes affirmations sentencieuses, » réplique Lynn. « Ma difficulté, c'est d'y croire. » As-tu donc tout oublié? La prophétie des Andes, César l'éclaireur, autant de lectures, les 4 accords toltèques, où tu vas, tu es. Autant d'apprentissage, pourtant pressé ensuite d'oublier. Ce ne sont que des romans, dit Lynn. Et ils ont été pondus par des cerveaux d'humains.
Et si les auteurs avaient perçu certaines vérités? Ouais. Et si toute cette histoire de réincarnation, d'esprit qui nous guide n'était qu'un leurre? Si c'était juste un phénomène physique comme l'électricité, tout à coup, bing, la loupiote s'allume, alors qu'on est tout simplement allé se servir dans une espèce de puits de connaissances communes. Le primate laisse passer quelques secondes pour s'assurer qu'il a toute l'attention de Lynn. Tu fixes longuement la flamme de la bougie quand tu médites ou que tu fais tes séances de douyin, n'est-ce pas? Oui, fait Lynn, se demandant ostensiblement où est le rapport. Tu observes les contours de la bougie, tu en vois les détails. Faisons l'expérience, veux-tu? D'accord. L'hominidé pose une bougie parfumée devant Lynn et l'allume. Il lui dit « Regarde bien cette bougie. Tu en vois la couleur, la matière, les imperfections. Observe la flamme danser. Je reviens dans quelques instants. » Il disparaît et revient avec un miroir. Lynn lève les yeux et ne peut s'empêcher de rire à la vision de l'orang-outan traînant maladroitement le miroir d'une main, l'autre lui servant d'appui pour avancer. Il pose le miroir face à la quadragénaire, le maintenant fermement à la verticale. Vois-tu à présent le reflet de la bougie? Oui. La bougie est-elle différente? Moins ronde, moins fuchsia? La flamme moins jaune, moins brillante? Non, la bougie que je vois dans le miroir est identique à la vraie bougie. Et pourtant, tu pourrais m'indiquer sans hésiter où se trouve la bougie dans la réalité et où se trouve son reflet. Comment analyses-tu cela? Je ne sais pas, moi, répond Lynn désabusée, avant de reprendre sur un ton interrogatif. Je vois la bougie et j'aperçois son reflet. Il y aurait une nuance entre voir et apercevoir. Se prenant au jeu, elle enchaîne enthousiaste. Ou non, peut-être est-ce une différence entre voir et percevoir. Le primate insiste. Mais y a-t-il réellement une différence dans ce que tu vois? Non, je dois bien l'admettre, il n'y a aucune différence. Mais où veux-tu en venir? Vous me faites rire, vous, les humains. Quand un homme agonise, vous dites qu'il s'éteint, alors que quand il est mort, vous l'appelez feu. Et vous n'avez pourtant pas l'air de comprendre. De comprendre? Tu veux dire qu'il serait vivant? Ce feu, c'est quelque chose de vivant. On parle bien de flamme vive, féline désarçonnée. Puis elle reprend après quelques secondes. Tu me parles de la vie après la mort, là? L'homme serait vivant après sa mort? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous sommes la vie éternelle à travers la naissance et la mort. Oh, super, me revoilà rassurée, ironise-t-elle. Merci, le rabat-joie. Ne comprends-tu pas que c'est ton âme qui compte, ou si tu préfères, ton être supérieur? Tout ce que l'on raconte sur la spiritualité, les entités astrales supérieures et inférieures, les entités positives, les anges, archanges, Dieu ou Allah, la réincarnation serait donc vraie. L'âme subsisterait après la mort, mais sous une autre forme. Il existerait donc bel et bien des êtres chargés de veiller sur nous. Et ce que nous en percevons ou apercevons serait tout aussi réel que le reste. Petit sourire du singe qui énonce. L'enveloppe corporelle n'est rien. L'enveloppe n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas une raison pour ne pas en prendre soin, bien évidemment. Bon, désolé de ressasser les doutes, mais quand même, je t'écoute, dis-moi. J'oscille constamment entre le doute qui me ramène à ma peur d'être folle et la foi qui m'apporte une joie énergisante. C'est usant de passer sans cesse d'un état à l'autre. L'autre jour, j'étais enthousiaste,
Et c'est bien le cas de le dire quand tu penses à l'étymologie de ce mot. Je me souviens que ça faisait marrer mon oncle d'entendre des athées se dire enthousiastes parce que ce mot vient du grec entheos, qui veut dire littéralement Dieu en soi. Bref, qu'est-ce que je disais? Tu étais enthousiaste. Oui, enthousiaste en découvrant, incrédule, les mots méditation très profonde, affichés juste au-dessus du nom de Nalan dans Gmail, alors que j'échangeais précisément depuis quelques jours des mails consacrés au thème de la méditation. Je n'en croyais pas mes yeux, et cela me poussait à croire davantage aux coïncidences. Jusqu'au jour où j'ai lu un message de Google s'affichant en haut de l'écran. Si vous recevez ces publicités, c'est parce que cette annonce a été sélectionnée pour sa pertinence vis-à-vis des emails présents dans votre boîte de réception et des informations de votre compte Google. Ben voyons, tu parles d'un miracle. Quelle conne je fais, grinche-t-elle, beaucoup trop crédule. Le juste milieu, ça ne te dit rien, répond le primate dans un sourire amusé. Certaines coïncidences ont un sens, d'autres non. Il y a des coïncidences et il y a des vérités. Juste accepter tout comme ça vient, reprend Lynn. Le bien, le mal, le blanc, le noir, le jour, la nuit, patati, patata. Elle reprend après quelques minutes de réflexion. Le Dalai Lama demande-t-il un monde meilleur? Demande-t-il de changer le monde? Ou préconise-t-il l'éveil? Wake up, qu'ils disent tous maintenant de tous côtés. Et ils ont raison. Qu'on regarde le monde avec de nouveaux yeux, et nous pourrons voir la petite fille en haillons snotonnée sur la photo, ou le petit visage radieux, les yeux pétillants de malice. Il suffit d'ouvrir les yeux, changer son regard et trouver sa propre vérité. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du sommeil en retard, moi. N'attache pas autant d'importance à ton sommeil. Le corps trouve toujours le repos dont il a besoin. Ok, mais laisse-moi dormir maintenant. Lorsque Lynn s'éveille aux côtés de son compagnon, elle est grognon. Oh, fait Georges, ma chérie est mal lunée ce matin. Désolée, je suis algique. Bonjour mon cœur. Bonjour chouchou, il fait un temps de merde. Lynn, qui s'est levée pour aller à la toilette, n'a pas entendu la remarque de son compagnon. Lorsqu'elle ouvre la porte à glissière pour emmener le chien se soulager sur la terrasse supérieure, elle s'écrie « Oh, c'est un beau jour de pluie !» Georges, qui déteste la pluie, la rabroue systématiquement d'un « tu parles » lorsqu'il l'entend dire cela. Aux gens qui s'étonnent, Lynn s'explique volontiers. Elle adore la verdure, les plantes, les arbres, les fleurs. La pluie est un bien maigre prix à payer. Et puis, chaque averse est un arrosage de gagné. Elle a une conscience aiguë de la superficialité de cette considération. Elle se remémore la honte cuisante de ses 20 ans. Ses parents avaient invité un prêtre rwandais à dîner. Tous trois étaient déjà attablés lorsque Lynn était rentrée des cours. Après les brèves présentations, Lynn avait émis un jugement sur le mauvais temps. À sa grande surprise, le prêtre qu'elle ne connaissait pas 3 minutes plus tôt l'avait vertement tancée. « Vous devriez avoir honte de vous plaindre, mademoiselle. » Lynn en était restée bouche bée. Elle qui s'imaginait simplement faire la conversation comme le font si souvent les Occidentaux dans une salle d'attente ou à l'arrêt de bus. Le prêtre était lancé. « Savez-vous que chez nous, la pluie est une berceuse ? Les enfants s'endorment tranquillement lorsqu'ils entendent la pluie sur les toits de tôle. La pluie est la promesse d'une récolte. S'il pleut, les petits auront à manger. » 25 ans plus tard, cette conversation reste gravée dans les mémoires de Lynn, qui a changé radicalement d'opinion depuis.
Elle s'amuse d'ailleurs fréquemment des regards intrigués que lui lancent des passants qui cherchent automatiquement refuge à l'entrée des magasins lorsqu'une drache s'abat sur la rue Neuve, tandis qu'elle poursuit tranquillement sa route, un sourire jusqu'aux oreilles et une pensée de compassion pour tous ceux confrontés à la sécheresse ailleurs dans le monde. Lynn redescend de la terrasse, s'empresse de se déshabiller et rejoint Georges sous la couette. Elle entreprend de le caresser pour lui suggérer l'activité qu'elle a en tête. Lorsqu'il roule de côté, après avoir poussé un long soupir de satisfaction, elle le taquine. « Alors, qu'est-ce qu'on fait un beau jour de pluie, mon ami ?»« Je ne suis pas ton ami, » répond calmement l'homme qui a allumé sa tablette pour lire l'actualité. « T'es plus mon ami, » joue Lynn. « Je n'ai jamais été ton ami. » Après le petit déjeuner qu'elle prend avec son compagnon, Lynn retourne auprès de ses filles avec qui elle compte passer le reste de la journée. Dans le courant de l'après-midi, Lise vient lui demander si elle veut bien lui préparer son dessert favori, un clafoutis aux cerises. « Quelle bonne idée, » répond Lynn. « Oh, et j'en ai même une meilleure. Nous allons le préparer ensemble, comme ça tu apprendras par la même occasion. » Elles se sont régalées toutes les deux. Daphné n'étant pas une grande fan de clafoutis, elle a passé son tour. Quand le plat est vide, Lise entreprend de le laver. Elle se penche, fouille dans l'armoire placée en dessous de l'évier et se redresse. « Ça te dérange si j'utilise cette brosse pour gratter ce qui colle au plat ?» demande-t-elle, brandissant l'objet. « Comme ça, toi, tu enlèves les scratchs des éponges, ça te détend, » fait-elle en esquissant le geste de lisser une nappe, l'air de dire « on va pas se poser de questions ». Et nous, on utilise la brosse. Sa mère éclate de rire, non sans la mettre en garde contre les bactéries, la brosse étant depuis des lustres sous l'évier. L'ado chasse toutefois les recommandations maternelles d'un « t'inquiète, je rincerai bien ». Lynn s'installe à son bureau et découvre que Nalan prend de ses nouvelles par mail. Cette dernière savait que son amie avait reçu le conseil de suivre une formation mais n'en connaissait pas le nom ni le contenu. L'intitulé est « Apprivoiser le stress par la pleine conscience », répond Lynn qui lui raconte. Au début, les séances déclenchaient chez elle colère et frustration. Si l'immobilité de son corps allongé donnait le change, ses neurones virevoltaient à qui mieux mieux, un vortex en puissance. Dès les premières séances, elle avait regretté la dépense. 2h30 par semaine pendant 8 semaines, qu'elle passait à penser à la multitude de choses qu'elle aurait pu faire pour elle, puisqu'on ne cessait de lui enseigner qu'elle devait faire les choses d'abord et avant tout pour elle, prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, etc. Au bout de 3 semaines toutefois, elle avait commencé à apprécier les sessions qui, bizarrement, avaient réveillé d'anciennes douleurs que Lynn avait pris l'habitude d'occulter par une fuite effrénée dans le travail et le dévouement à son compagnon et à ses enfants. Très vite, les douleurs avaient atteint un tel degré que Lynn avait dû prendre quotidiennement des antidouleurs. Elle avait constaté avec stupéfaction qu'elle changeait progressivement, au fur et à mesure qu'elle ouvrait les yeux. Il lui avait fallu une série de disputes avec Lise pour prendre conscience qu'en réalité, elle avait beaucoup de mal à gérer les tensions, avec qui que ce soit, a fortiori avec son compagnon, avec qui elle avait l'impression de ne vivre qu'une suite de hauts et de bas. S'appliquant à mettre en pratique les divers enseignements qu'elle avait tirés de la formation et de ses lectures concomitantes, Lynn tentait quotidiennement de se débarrasser de ses peurs, de chasser les pensées produites par son mental pour être complètement dans le moment présent. Et force était de constater que les intuitions avaient tendance à se multiplier.
Lynn entreprend de raconter à Nalan. L'autre jour, je veux m'envoyer par recommandé la traduction anglaise d'un opéra que j'ai réalisé pour que cela me serve de copyright, un truc que la SABAM m'a donné. Je pense l'envoyer le lundi, puis je me ravise. Si je l'envoie le lundi, l'enveloppe me sera livrée le lendemain, mardi. Or, j'ai une mission d'interprétation hyper importante et je ne serai pas présente lorsque le facteur passera. Je décide donc de ne poster l'enveloppe que la veille d'un jour où je suis certaine d'être à la maison. Je ne sais pas pourquoi, je me mets à me batailler avec cette petite voix qui me conseille d'aller malgré tout poster l'enveloppe le lundi. J'insiste, mais non, je ne suis pas à la maison demain. Je n'ai aucune envie de recevoir un avis qui m'enjoigne à aller faire la file à la poste pour retirer le recommandé. La petite voix tient bon. Pour la faire taire, j'accepte d'emmener l'enveloppe dans mon sac et je pars aider Georges à faire toutes sortes de démarches, sans passer par la poste. Juste avant de rentrer chez moi, je reçois un mail m'annonçant que la réunion du lendemain est annulée en raison du décès d'un participant. Il fallait une raison grave pour annuler cette méga réunion avec drink et lunch. Tu imagines l'organisation. Comment est-ce que je pouvais savoir ça? Quelle pouvait être la probabilité que cette réunion soit supprimée? J'ai donc posté l'enveloppe le lundi et j'ai pu la réceptionner chez moi le lendemain. Je comprends bien que cette voix veut me simplifier la vie, mais c'est tellement angoissant et irrationnel. Nalan lui répond rapidement. « Papillon, écoute cette petite voix. Prends ton envol. Tu ne vois peut-être pas que c'est un cadeau car tu as peur, mais tu verras. Et n'oublie pas, ce qui te fait souffrir, douter, hésiter, ne peut être la marque de ta lumière intérieure. Cela ne peut être que le miroir déformant de ton ego. » Lynn passe la nuit chez son compagnon. Elle est déjà installée dans le lit lorsque Georges la rejoint. « T'as la goutte aux zizi ?» lui dit-elle, recourant à un vocabulaire enfantin par jeu. Elle avait senti une humidité suspecte sur sa cuisse. « Tu sais ce qu'il te dit, le zizi ?» rétorque-t-il. Tandis qu'elle éclate de rire, il se love contre elle et entreprend de la caresser. « Oh, mais c'est qu'on a un agenda caché, lui dit-elle, heureuse du programme qu'il a en tête. « Dieu, qu'elle aime cet homme, songe-t-elle. Se reprend-elle aussitôt. Ce n'est peut-être pas le moment d'invoquer qui que ce soit pour assister à un moment d'intimité. Vite, pense à autre chose. » Au réveil, Lynn se souvient du songe étrange qu'elle a fait. Elle rêvait qu'elle avait mal au lobe de l'oreille gauche. Elle ressentait une sensation de brûlure au point de contact entre la boucle d'oreille et la peau. Dans son rêve, une apparition s'était adressée à elle. « Il vaut mieux enlever la boucle d'oreille pour éviter une infection. Enlève-la. » Lynn avait répliqué vertement. « Mais je risque de la perdre si je l'enlève. »« Tu n'auras qu'à la glisser sous ton oreiller. Tu la récupéreras demain matin, » avait dit la voix rassurante. Cette précaution avait paru sage à Lynn qui, dans son rêve, avait enlevé la boucle d'oreille et l'avait placée précautionneusement sous l'oreiller. Au réveil, comme elle se souvient parfaitement du rêve, sa première réaction est de porter simultanément les mains à ses lobes pour vérifier qu'elle porte bien ses 2 boucles d'oreilles. La gauche a disparu. Elle se rassure, pensant qu'elle a été somnambule comme cela lui arrivait de temps en temps à l'adolescence, et cherche sa boucle sous l'oreiller. Introuvable, elle s'est volatilisée. Georges lui demande « Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu as à être agité comme ça de grand matin ?»
Bah, j'ai rêvé que j'enlevais ma boucle d'oreille parce que j'avais mal, comme si mon oreille était infectée. Je me réveille et je constate que je n'ai pas rêvé. J'ai réellement retiré ma boucle d'oreille, mais du coup, pas moyen de la retrouver. T'inquiète pas, on va la retrouver ta boucle d'oreille, lui répond Georges imperturbable. Les objets réapparaissent toujours. Elle a dû rouler sous le lit. Lynn a beau retourner tous les oreillers l'un après l'autre en pestant. Qui a besoin de 9 oreillers pour un lit de 2 personnes? 9? Il n'est pas tout juste, ce bonhomme. Regardez sous le lit, scrutez tous les coins de la chambre. Cette boucle d'oreille reste introuvable. Georges, son flegme habituel à l'appui, reste persuadé qu'il y a une explication, que la boucle s'est glissée dans la taie d'oreiller par exemple. Lynn a beau fouiller cette chambre dans les moindres recoins, impossible de remettre la main sur le bijou. Heureusement qu'on est jeudi, se dit Lynn, se réjouissant que ce soit le jour du nettoyage de la maison. À l'arrivée de Jurek, l'homme de ménage, Lynn l'informe qu'elle a perdu une boucle d'oreille et le prie d'être particulièrement vigilant lorsqu'il nettoiera la chambre à coucher. À la fin de la journée, toutefois, il informe Lynn qu'il n'a rien trouvé. Dès qu'elle est couchée, prête à s'endormir, Lynn apostrophe sans ménagement son primate de mentor. « Qu'est-ce que c'est que ce trip? Pourquoi m'avoir pris cette boucle d'oreille? C'est vous qui êtes à l'origine de ce chapardage? Pourquoi veux-tu savoir ?» Lynn, qui s'attendait à une simple dénégation du singe, manque de s'étrangler d'indignation. « Comment ça, pourquoi je veux savoir? Parce que je tiens à la récupérer, moi. Malgré que ce soit une boucle, ce n'est pas une boucle ordinaire. » L'hominidé, l'œil amusé, a pris une mine faussement interloquée. Lynn poursuit. « Je veux dire une simple boucle en forme de boucle, mais ce n'est pas une bête boucle. L'or est comme creusé dans sa longueur, où il présente une surface plus mate que le reste. J'y tenais à ces boucles d'oreilles, je les avais choisies. C'est maman qui me les avait offertes, mais c'est moi qui les avais choisies. Nous étions d'ailleurs allés ensemble chez le bijoutier. Je ne sais pas si je parviendrai à en retrouver de semblables. » Toute à se souvenir, Lynn en a oublié qu'elle a convoqué en pensée le quadrumane qui énonce sentencieux. « Tu as reçu toutes les informations. Tu connais la réponse. »« Tout n'est qu'illusion, » demande Lynn. « No hay banda. » Lynn fait allusion au film Mulholland Drive de Lynch, qu'elle vient de découvrir et dont une scène l'a laissée perplexe. Sous les projecteurs, une chanteuse a entamé un chant d'une indicible beauté. Sa voix a, dès les premières notes, déclenché une profonde émotion parmi les spectateurs, rapidement communiquée aux téléspectateurs. Puis, soudain, la chanteuse s'effondre sur scène, tandis que la voix continue de chanter, pour démontrer qu'il n'y a pas de band, no hay banda, que tout n'est qu'illusion. La chanson se poursuit et on est là à prendre conscience qu'on a été leurré. Notre émotion peut-elle être réelle à partir du moment où la scène qui l'a suscitée ne l'est pas? On hésite, on ne sait plus ce que l'on ressent, on veut s'indigner. L'émotion reprend le dessus car la voix poursuit son chant. La voix reste émouvante, même si le son et l'image ne correspondent pas. Le doute surgit. Lynn avait de la peine à y croire. C'était tellement inconcevable. Il existerait un ou des mondes parallèles et l'on voyagerait de l'un à l'autre selon notre imagination, comme le suggéraient certains films ou livres. Le monde qui nous entoure ne serait que le fruit de notre propre imagination. Une illusion. Mais non, souviens-toi, c'est un raccourci, se répond-elle. Le monde qui nous entoure est le reflet de notre perception.
L'hominidé reste silencieux pendant la réflexion de Lynn, qui change soudain de vision. Elle se trouve sur un chemin et marche vers une silhouette qui tend la main vers elle. En approchant du personnage, Lynn distingue sa boucle d'oreille qui scintille sur la paume de la main tendue vers elle. Une fois cette image désintégrée, Lynn s'adresse au primate. « C'est quoi ça pour une vision ? On aurait pris ma boucle d'oreille pour que cela me serve d'apprentissage. Et pour démontrer quoi au juste ? Qu'il existe plusieurs mondes parallèles, qu'un objet peut se matérialiser indifféremment dans l'un ou dans l'autre. Quand on me tendra ma boucle d'oreille posée sur la paume d'une main tournée vers le ciel, je saurai que j'y suis arrivé, au ciel, au paradis, dans le vortex, les limbes ou Dieu sait quoi d'autre. » Petit sourire du singe. « Ouais, bof, » pense Lynn peu convaincue. Elle n'a toutefois pas l'occasion de réfléchir plus longtemps, car surgit de nulle part, une espèce d'androïde avance rapidement vers elle. La tête, recouverte d'un tissu orange, est surplombée d'écouteurs moulés sous la peau. Le corps semble entièrement façonné dans une toile de jute, à l'exception d'une bande de cuir bleu roi sur la cuisse droite. Lynn note que les paumes et les voûtes plantaires sont de couleur vert foncé. Un pouce démesuré forme le doigt unique de la main droite, tandis que la main gauche est dépourvue de doigts. La paume gauche, en forme de moufle, comporte un écran muni d'un clavier incorporé à même la peau. Lynn s'adresse au primate. « Il est mignon, ce robot. Il a la bouche en haut du cri de Munch. »« Ce n'est pas une bouche. Tu l'as entendu parler, dit-il rieur. Tu l'as vu manger. Il n'a pas besoin de bouche, ni de nez d'ailleurs, comme tu l'auras remarqué. C'est l'œil. » « L'œil, demande Lynn étonnée. « L'œil, répète l'hominidé, plutôt adapté à la vision diurne, contrairement à l'œil X placé sur l'occiput. Et la petite tige qui lui sort du pied, elle sert à quoi ? C'est la dent bleue, fait l'anthropomorphe mystérieux. La dent bleue, sur le pied, pour capter les messages. La communication est favorisée par la flèche imprimée sur la cuisse. Lynn en reste comme deux ronds de flanc. Oh, dis, pour quelqu'un qui a étudié l'anglais, on ne peut pas dire que ton esprit soit court à la détente, si on ne peut même plus faire de l'humour.